Aujourd'hui, on va voir la versification. C'est un peu comme une notice qui va vous permettre de comprendre ce sur quoi un poète a voulu insister. En effet, dans la poésie, il y a un rythme, des effets liés au son, aux images employées. Et donc, ce n'est jamais par hasard que les poètes écrivent. C'est un art, et c'est ce que l'on va voir. Donc ici, vous voyez une carte mentale qui reprend l'essentiel de ce que je vais développer dans la leçon. Je l'ai déposée sur Pronote, elle pourra vous être utile pour réviser. Alors tout d'abord le vers. Un vers n'occupe pas toute une ligne sur une feuille A4 et surtout, il commence toujours par une majuscule. Ici, là, d'accord? Il ne correspond pas non plus obligatoirement à une phrase. Vous voyez sur ce poème, enfin sur cette strophe, que la phrase occupe toute la strophe et pas juste un vers. Voilà, on n'a pas un point à chaque fin de vers. Ok? Et enfin, c'est ce qui permet de caractériser un vers, c'est également son nombre de syllabes. Donc, pour pouvoir décompter correctement une syllabe, il faut tout d'abord savoir ce qu'est un e-muet. Extrêmement important à retenir. Le e-muet désigne le e en fin de mot qu'on ne prononce pas en principe. D'accord? Regardez, orage, ô vieillesse ennemie. D'accord? En poésie, on ne prononce pas le e-muet. Je le dis correctement. Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Si on n'est pas sûr, d'abord on fait le décompte. Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Ok? Donc le muet, par contre, va compter pour une syllabe dans un seul cas. S'il est placé entre deux consonnes. Vous voyez ici, il est placé entre deux consonnes. Donc on va dire ô cruel souvenir de ma gloire repassée. On prononce le E. Ensuite, le mètre d'un vers, c'est sa mesure. C'est donc ce qui permet de le mesurer. Retenez ça parce que souvent, on vous demande le mètre d'un vers. Okay? Donc voici les plus courants des mètres. Alors un hexasyllabe, 6 syllabes par vers. Hepta, 7 syllabes, c'est du latin hepta. Octo, c'est 8 syllabes. Décasyllabe, c'est 10 syllabes. Une décade, par exemple, c'est une dizaine de jours. Et un alexandrin, c'est 12 syllabes. Alors, Alexandre, ça ne veut pas dire 12. Alexandre, en fait, un alexandrin, ça vient de la toute première euh, légende, je crois que c'était la légende de Saint-Alexandre, c'était un texte en ancien français au Moyen-Âge, qui était écrit pour la toute première fois en alexandrin, enfin en mètre de 12 syllabes. Donc on a appelé ça en référence à Saint-Alexandre, l'alexandrin. Et enfin, on a les vers libres. Les vers libres, c'est quand le poète est assez indifférent au mètre qu'il emploie. Ça veut dire qu'au vers numéro 1, il va pouvoir utiliser 12 syllabes et au vers suivant, il utilisera un octosyllabe, voilà, mais il ne fera pas forcément attention. Ce qui me donne l'occasion de vous dire que dans la plupart des cas, quand un poète utilise un mètre dans un vers ou dans une tragédie, eh bien il utilise le même mètre dans tout son poème. Et s'il décide de changer, il faudra s'interroger. D'accord? Donc on regarde un octosyllabe classique, mignonne, allons voir si la rose, ici c'est 8, mignonne, allons voir si la rose. D'accord? Donc vous avez vu, ici on ne prononce pas le muet parce qu'il est suivi d'une voyelle. D'accord? Donc regardons s'il y a un E qu'on pourrait prononcer dans le poème. Je suppose que vous l'avez vu. Oh oui, c'est ici. Sa robe de pourpre au soleil. Donc là, je le prononce. Ici, je ne le prononce pas. À point perdu, cette vépré. Je prononce ici parce qu'elle V. Cette vépré ce soir. Les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Alexandrin, c'est 12 syllabes par vers. Donc ça, c'est le maître noble par excellence. Corneille l'utilise dans tout le Cid. Okay, les poètes classiques aussi, comme Baudelaire, parfois Ronsard, etc. Ici, un prince dans un livre apprend mal son devoir. Vous voyez, on prononce le E, sinon ce ne serait pas mélodieux. Ça ferait un prince dans un livre apprend mal son devoir. Ça ne sonne pas aussi bien que si on dit un prince dans un livre apprend mal son devoir.
Dans le CID, on a aussi une phrase, pardon, un vers. Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Vous voyez ici, Corneille, il a écrit encore sans E. Le poète peut enlever le E ici, on appelle ça une licence poétique, pour permettre à un maître de 12 vers d'exister. Si Corneille avait laissé le E, on se serait retrouvé avec 13 syllabes par vers, et ça aurait été très laid. Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. C'est plus très poétique comme rythme, d'accord? Et enfin, toujours le Cid, regardons, percer jusque au fond du cœur. Vous voyez, là, pareil, on transforme parfois un petit peu les mots pour que ça colle avec le rythme. Là, ici, vous voyez peut-être qu'il y a un problème. Si vous comptez percer jusque au fond du cœur, on recompte, percer jusque au fond du cœur, ça fait 8. C'est des octosyllabes. C'est bizarre. Corneille, dans toute sa tragédie, il utilise de l'alexandrin. Alors, s'il le fait ici, s'il met 8 syllabes là, c'est qu'il y a une raison. Ici, c'est très certainement pour souligner justement l'émotion de Rodrigue. D'accord? On passe à diérèse et synérèse. On est toujours dans le vers. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, deux voyelles qui se suivent se prononcent d'ordinaire en une seule syllabe. On appelle ça la synérèse. D'accord? Vous avez par exemple deux voyelles. D'accord? Donc, i et on. Normalement, dans la vie de tous les jours, on va le prononcer en une seule fois. C'est donc une synérèse quand je dis lion. D'accord? Mais en poésie, on peut séparer la prononciation de ces voyelles et insister sur le fait qu'il y en a bien deux. Par exemple, en poésie, je pourrais lire un lion ou des violons. D'accord? C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est pareil en poésie, par exemple chez Baudelaire. Dans ce vers-là, on a un alexandrin, d'accord? Mais en français standard, en français normal, je lirais « Va te purifier dans l'air supérieur ». Mais Baudelaire, qui a rédigé son poème en alexandrin, exige donc que l'on donne du rythme et lise ainsi « Va te purifier dans l'air supérieur ». On pourrait se demander, mais c'est bizarre, comment je fais pour savoir si je lis en synérèse ou en diérèse, moi? On regarde autour du vers. Comme je vous ai déjà dit, un poète écrit également selon le même maître dans son poème. Et ici, tout autour, au-dessus et en dessous du vers, on a bien des alexandrins. D'accord? Donc, va te purifier dans l'air supérieur, eh bien, un alexandrin, et je dois donc faire la diérèse. Voilà, souvenez-vous bien de ce qu'est une diérèse. On passe aux strophes maintenant. Alors une strophe, c'est l'équivalent d'un paragraphe en poésie. En théâtre classique, les strophes, on appelle ça des stances. Alors notez ça, ceux qui étudient Corneille, stances, S-T-A-N-C-E-S. Les strophes ont une disposition particulière de rime, dont l'organisation est souvent répétitive dans le poème. Les strophes ont des noms. Un distique, c'est une strophe de 2 vers. Un tercet, une strophe de 3 vers. Dans tercet, vous avez terre, tiers, d'accord? Quatrain, 4 vers. Sixain, 6 vers. À gauche de l'écran, vous voyez un sixain suivi d'un distique et d'un quatrain pour finir par un sixain. Il y a bien une organisation un peu répétitive, d'accord? Sixain, sixain. Et à droite, vous voyez 2 quatrains suivis de 2 tercets. Et normalement, ça vous rappelle peut-être que c'est la définition du sonnet, une forme de poème ramené d'Italie par Ronsard et les poètes de la Renaissance. La rime. La rime est toujours placée en fin de vers. Elle crée un écho, comme dans la chanson. Pour identifier un système de rimes, on note les rimes par des lettres. D'accord? Vous voyez ici, on a I, E. Pour identifier le système, donc je note des lettres. D'accord? Ce qui nous donne ici A, B. On voit qu'elles se suivent. A suit A, B suit B. On parle donc de rimes suivies dans ce cas-là. Ici, vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose. Ça donne A. On parle alors de rimes embrassées, car les A entourent les B, elles les embrassent, au sens où embrasser, ça veut dire entourer de ses bras, d'accord? Imaginez que là, le A embrasse les B, rime embrassée. Et enfin, ici, c'est encore différent puisque les rimes se croisent. On parle donc de rimes croisées. D'accord?
On passe au rythme des vers maintenant. Le rythme des vers peut être interne et externe. On commence par le rythme interne, c'est extrêmement simple. Alors la plupart du temps, un alexandrin se coupe au milieu. On parle de l'hémistiche. Il y a une coupe à l'hémistiche qui se fait dans un alexandrin. En général, on coupe donc 12 divisé par 2 au sixième vers. Précipice élevé, d'où tombe mon honneur. Il se fait à tombe, précipice élevé. Oh, je me suis trompée, j'ai dit trop vite, oui, c'est ici, précipice élevé. Alors, pourquoi un hémistiche ici? On peut parfois choisir de prononcer plus fortement la première partie du vers. On faire une petite pause aussi à l'hémistiche, d'accord? Et une hémistiche, je ne vous l'ai pas mis, se marque par une sorte de double slash, d'accord? Si on vous demande de marquer l'hémistiche, vous mettez un double tiret, ok? Voilà, donc je vous ai dit que c'est très simple, il n'y a que ça. On passe maintenant au rythme externe du vers. Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose. Ici, vous voyez que j'ai bien lu les e muets, mais surtout, qu'en chaque fin de vers, vous avez une sorte de petite pause, d'accord? Parce que naturellement, une pause se fait à la fin d'un vers. Souvent, c'est marqué par des virgules. Ici aussi, dans le Cid, je l'ai vu, tout couvert de sang et de poussière, porté par tous les froids, dans une armée entière. Alors, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi, c'est terrifiant. Mais vous voyez ici aussi, il y a une pause, d'accord? Par contre, si dans une phrase, si une phrase se poursuit sans pause sur deux vers, on va parler alors d'enjambement. Vous voyez ici, ces soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Et on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment prendre notre souffle, on ne peut pas reprendre une respiration. D'accord? Ça donne une impression ici un peu de rapidité. On va sans doute lire les vers de façon plus rapide. Un autre vers de Corneille avec enjambement. Et je feins hardiment d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Ici, c'est un peu pareil. L'effet, c'est que la personne est sans doute contrariée. D'accord? Il faut bien évidemment prendre en compte le sens du texte pour donner l'impression qui s'en dégage. Si on a un élément bref lié à la fin d'un vers A qui se retrouve placé au début du vers suivant, on parle alors de rejet. C'est une espèce d'enjambement, d'accord? Pareil, hein, ça brise un peu le rythme du poème, ça interroge. J'égrenais dans ma course des rimes. Et puis il met un point, par exemple, d'accord? Voilà. Et on finit avec l'assonance et l'allitération. C'est un peu comme des rimes, sauf que ça n'en est pas parce que les rimes, elles sont placées en fin de vers. Donc une allitération, c'est facile, c'est la répétition d'un son de consonne. Vous avez ici la répétition du son S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Donc on voit bien que la personne qui parle est un petit peu effrayée, d'accord? On voit qu'il y a l'allitération en S, donc qui insiste ici sur peut-être l'effroi, la défiance, le manque de confiance, d'accord? Une assonance est une répétition de voyelles. Le vent s'enroule autour des pins, souffle tout au long de la plaine, sème des fleurs dans les jardins, joue avec l'eau de la fontaine. La terre s'ouvre autour du grain, etc. Ici, vous voyez qu'il y a une assonance en ou, autour, souffle, tout, joue et ouvre, qui mime un petit peu le son du vent, l'impression que le vent vient, revient, donne un peu la vie à la nature, d'accord? Donc, vous voyez qu'on peut interpréter aussi des effets liés au choix d'écriture du poète. Le poète, ici, fait exprès, bien évidemment, d'utiliser le S autant de fois, d'accord? Exactement comme le OU dans ce poème. Voilà, donc, si vous avez bien compris la leçon, il ne vous suffit plus que de passer au test. Je me suis mal exprimée. Il ne vous reste plus qu'à faire le test. Voilà.